Bienvenue à Réseau Danse. Bonjour et bienvenue à Réseau Danse en direct sur la radio L'Écho des Planches sur 100.1 FM et les podcasts, c'est sur leséchosdesplanches.net en un seul mot. C'est donc la 6e saison et le 28e numéro de Réseau Danse, ces rencontres organisées par le Centre de développement chorégraphique d'Avignon pendant le festival l'été. 138 invités sont déjà venus parler de leur spectacle depuis 2010, date à laquelle nous avions initié ce projet. Réseau Danse n'est pas une tribune critique, personne n'est là pour juger personne, c'est un endroit où les artistes peuvent présenter leurs spectacles qui sont à l'affiche pendant le festival. Un moment important dans ce maelstrom qu'est le off pour tirer son épingle du jeu et vous donner envie, à vous auditeurs, à vous public de la Calade, à vous professionnels, à vous journalistes, d'aller voir ces spectacles de danse. Une édition de résonance plus courte que d'ordinaire, 1 heure, mais à un horaire choisi par notre partenaire la Maison Jean Villard et son directeur Jacques Théphany. 1 heure et 4 invités, dont 3 qui se produisent tous les jours dans les salles du off, mais nous allons commencer aujourd'hui avec Laurent Bourbousson. Et pour commencer, un bon chiffre pour certains, une malédiction pour d'autres, 13. 13 jours que le festival 2015 a ouvert et déjà une quantité impressionnante de spectacles déjà vus et donc des impressions, des avis, des coups de cœur. Pour nous aider à y voir plus clair, nous avons invité Laurent Bourbousson, rédacteur, animateur infatigable du blog ouvert au public, truffé de reportages, articles critiques toute l'année sur le spectacle vivant, enrichit l'été de ce boudoir du off dans lequel on retrouve des impressions et ces fameux tops du festival qui nous amusent beaucoup. Laurent, on va commencer par un coup de pied, une chose que tu déconseilles absolument de voir parce que comme ça on va immédiatement évacuer quelques spectacles. Bien sûr, ta bonne âme montre que tu n'en as pas trouvé, c'est ça? Non, voilà, c'est ça. Je n'en ai pas trouvé. Bravo. Je n'en ai pas trouvé. Non, en fait, c'est vrai que pour revenir à cette idée de dire non, surtout n'allez pas voir ce spectacle, ça serait aller contre ma nature. Donc je préfère m'approcher des compagnies, leur dire que leur spectacle ne sera pas chroniqué. Et voilà, et tout ça se passe en off, on va dire. D'accord, très bien, décidément. Le mot du jour. Alors sinon, qu'est-ce que tu nous recommandes dans ces premières journées du festival, des spectacles qui joueraient encore? Parce qu'on n'a pas encore eu ce fameux marronnier des journaux régionaux qui disent oui, finalement, toutes les compagnies sont parties parce que ça marche pas du tout le off. On l'a pas eu encore, je l'attends de façon imminente. Mais qu'est-ce qui peut intéresser les auditeurs aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui peut intéresser les auditeurs aujourd'hui? Alors, il y a différentes façons d'appréhender la danse. Donc, à travers des interprètes où vraiment sur le plateau il se passe quelque chose de magique. Ça, on le trouve avec le solo de Christina Hall. Donc, le solo s'appelle Christina, de la compagnie Yann Lheureux, qui joue tous les jours au théâtre de Loul. Ce programme est composé aussi du solo de Vincent Darin qui danse avec son BMX, une performance totalement remarquable dans le solo Flagrant délit. Donc ça, ceci est à voir jusqu'à la fin du festival aussi. Il y a aussi le fameux Tutu de Philippe Lafeuille. Alors là, si vous ne l'avez pas encore vu, précipitez-vous. C'est au Collège de la Salle, réservé. Parce qu'il y a des listes d'attente, une liste d'attente interminable chaque jour. Donc voilà, ça aussi c'est un très bon moment. Il y a aussi le solo de Bouziane Boutelja, réversible, qui fait partie, on va dire, du spectacle que je recommande. Il est nécessaire de voir ce solo. Il y a aussi, et là, ils s'en vont ce week-end, donc il faut se dépêcher, c'est la compagnie Retour à Mont à Villeneuve-en-Seine pour Voluminosité, danse aérienne, poétique. On se raconte notre histoire, c'est vraiment une traversée durant ces 45 minutes. Et c'était en avant-première du festival Chalon en rue, donc courez, traversez le pont, n'hésitez pas. Il y a aussi de la danse jeune public, avec notamment Zoom Dada de Stéphane Fortin au Collège de la Salle. Un mélange, c'est un spectacle hybride, voilà, pour jeune public à partir de 3 ans, mais bon, plutôt conseillé à partir de 5 ans, je dirais. Stéphane Fortin s'est appuyé sur le mouvement Dada
et a écrit une dramaturgie et avec 2 danseurs hip-hop. Non, en plus d'être danseurs, ces deux interprètes sont aussi comédiens et ça fonctionne très très bien. Et aussi en spectacle jeune public, Cortex de la compagnie 36-37 que j'avais eu l'occasion de voir lors du festival Les Hivernales en février. Et allez-y, et un conseil, plongez vos mains dans les pots de confiture. C'est totalement interdit, ça fait des traces sur le plateau, mon régisseur n'est pas content du tout. Alors quand même sur Yann Lereux, on est d'accord de reprendre chacun des petits sujets que tu as, et spectacles dont tu as parlé. On va l'accueillir d'ailleurs dans notre prochain Réseau Danse le 19 à cette même table et à cette même heure. Oui, je dirais que Flagrant Délit quand même c'est assez unique en son genre, puisque on avait vu tout un tas de solos avec type objet ou animaux. On se souvient du fameux solo de Régine Chopineau avec une vache. Mais là, on a effectivement un outil, un BMX, qui devient un véritable tremplin de chorégraphie. C'est vraiment un partenaire. Et d'ailleurs, on ne dit pas une vélo, on dit un vélo. Donc en fait, c'est un duo d'hommes, cette affaire. C'est ça, c'est un duo d'hommes. C'est vrai que ce solo devient duo au fur et à mesure de l'avancée. Et donc Vincent Varin, lui, est champion de France BMX. Et donc on s'aperçoit que cette pratique est tout à fait chorégraphique. On ne sait plus du tout où s'arrête la danse. C'est une technique dansée, on peut dire ça, et c'est vrai qu'à le voir, c'est assez époustouflant. Oui, il faut beaucoup de réflexes parce que la scène de Loul, bien qu'elle fût grande, n'est pas suffisamment non plus ample par rapport à ce qu'il doit trouver dans l'espace public dans lequel il exerce son art d'habitude. Donc là, c'est une maîtrise totale de l'espace. Il freine au bon moment. On a toujours l'impression qu'on va se le prendre sur les genoux dans le public, mais non, il reste tout à fait maîtrisé. Alors, revisiter le flamenco à la façon de Yann Lereux, toi, tu as goûté ce moment, tu trouves que la folie, et c'est peut-être les plumes de la robe, non, de la flamenca qui t'a intéressé comme ça? Alors les plumes, non. Il y en a beaucoup. Il y en a quelques-unes qui tombent quand même. Il y en a quelques-unes, oui, tout à fait. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, ce sont les pop-corn qu'au début j'avais pris pour des dents. Ah, voilà. Donc en fait, c'est vrai que Christina Hall est cette américaine danseuse de flamenco. Et du coup, elle se raconte. On peut le dire au public, elle est totalement folle. C'est pas du tout la danse du oui, non, c'est pas du flamenco. Voilà. Il y a quelques passages de flamenco avec notamment ce début. L'univers musical, en tout cas, a fait tout de suite penser au flamenco. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'elle s'en échappe et elle traverse ces deux cultures qui aujourd'hui font de Christina Hall cette interprète totalement déjantée. Moi, quand je suis sorti de là, je me suis dit, mais ça fait du bien, parce que ça part vraiment dans tous les sens, c'est le cas de le dire. Et c'est vrai qu'effectivement, Christina se transforme en poule. Oui. C'est une transformation. Il faut le voir pour le croire. Il faut le voir pour le croire, oui, voilà, tout à exactement. fait. Alors évidemment, on ne peut pas t'en vouloir d'adorer les parodies des spectacles de Pina Bausch, de Philippe Lafeuille, donc c'est peut-être le moment, moi j'ai trouvé le plus croustillant de cette proposition, évidemment un peu grinçante de Philippe par rapport à la danse contemporaine, mais vraiment, moi aussi je recommande d'aller voir ce spectacle pour ce qu'il a de distance et d'humour avec la danse contemporaine, parce que c'est vrai que la réinterprétation du Sacre de Nijinsky par l'équipe de Tutu vaut son pesant de cacahuètes quand même, parce que là je crois qu'ils ont mis la dose et ce qui est assez drôle, c'est que Philippe Lafeuille est un très bon observateur des tics du milieu chorégraphique, et donc ceux qui voudraient en rire peuvent absolument aller voir Tutu. Oui, c'est plein depuis le premier jour, mais ça fait suite à une présence à Paris, donc on est exactement dans l'archétype de vue à Avignon, vue à Paris, vue à la télé, et donc ça fait un bouche à oreille tout à fait efficace. Néanmoins, ils jouent jusqu'à la fin du festival. Oui. Ils tiendront. Ils tiendront, oui, il m'a assuré que oui, ils devraient tenir et ils tiendront jusqu'au bout. Et c'est vrai que même de les voir aussi parader l'après-midi, et notamment, je me souviens cette photo où ils sont en costume de scène, c'est-à-dire en canard,
et ils ont les pieds dans la fontaine, dans Avignon, et je trouve ça totalement... Oui, ils sont pas bégueules, ils jouent le jeu vraiment jusqu'au bout, parce que c'est de très très grands danseurs, et en particulier il y en a beaucoup qui viennent du jazz, qui sont dans l'équipe, Philippe Lafeuille lui-même, très proche de Reda, des gens comme ça, donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir des gens, des danseurs qui prennent un peu de distance avec les états d'interprétation. Tout à fait. Alors Bouziane Boutelja, moi, ça m'est un peu difficile d'en dire quelque chose puisque ça se passe chez moi. Néanmoins, il y a quand même une vraie tentative de sa part de faire une synthèse avec son état actuel et l'endroit d'où il vient et sa famille extrêmement religieuse. Est-ce qu'on peut dire, toi qui as vu les deux, on peut faire le parallèle avec Manta de Ella Fatoumi, son solo avec la burqa, ou tu le distances complètement de cette œuvre? Moi, je le distance, ouais. Aujourd'hui, je le distance totalement. Totalement, et c'est vrai que pour avoir rencontré Bouziane et pour avoir discuté avec lui, il y a une certaine gravité il y a une gravité dans son acte, celle qui à la base ne devrait pas être grave, car il dénonce cet aveuglement à la religion. Et j'ai l'impression d'être sur un autre chemin avec Bouziane. Et donc du coup, dans tes choix, il y a une audace absolue, c'est d'aller de l'autre côté du Rhône, à Châlons, en préparant Châlons dans la rue, en allant carrément à Villeneuve-les-Avignon. Non mais là c'est de la provocation, Réseau Danse ne peut pas supporter d'entendre parler comme ça de Villeneuve, ou tu recommandes vraiment Retour à Mont? Je recommande vraiment Retour à Mont, oui. Ils sont combien sur le plateau du coup? On les a pas invités cette année? Ils sont trois. Ils sont trois, deux danseurs et un circassien, plus on va dire une équipe technique qui tourne autour. Équipes qui se font totalement en fait dans la proposition, car pour les personnes qui ne connaissent pas la compagnie, Retour à Mont, c'est vraiment de la danse aérienne en fait, avec du cordage vraiment partout, et tout est histoire de ne pas se tromper de corde, on va dire, dans la proposition. Et vraiment c'est vraiment un conseil, et c'est un conseil parmi tant d'autres, mais voilà, c'est vraiment un beau travail à voir, et surtout que Fabrice Quillot se réapproprie, on va dire, la proximité avec le public. Donc il avait déjà créé pour, on va dire, la boîte noire. Il était parti sur la danse vraiment de façade, et aujourd'hui il revient à une danse aérienne de proximité. D'ailleurs, on se souvient d'une performance de Retour à Mont pendant les hivernales en 2008 ou 2009, où effectivement ils étaient sur la place du Palais des Papes. C'est dire que rien ne leur fait peur. Ils ont tout à fait assez de contenu pour s'affronter à cet univers incroyable du Moyen-Âge de la place du Palais des Papes. Sur le jeune public, ça devient quand même une ligne quand même très affirmée ces dernières années à Avignon. On en voit de plus en plus, et tu le signalais, de très grande qualité. Ça commence à 3 ans, ça va jusqu'à l'infini. Est-ce que tu penses que c'est une chose qui va se développer, les spectacles jeunes publics? Est-ce que tu crois que c'est un moyen de renouveler ce public, ou est-ce que c'est encore un faux ami que l'on nous lance à la tête? Non, je ne pense pas que ce soit un faux ami, non. Je pense que ça va vraiment se développer, que les chorégraphes ont énormément de choses à dire au jeune public. Alors après, il y a des réussites, il y a de moins bons spectacles, on va dire, mais c'est vrai que lorsque c'est fait avec intelligence, et lorsqu'on prend conscience que le jeune public est doué de raison, on va dire, on peut vraiment l'amener très loin. Et du coup, de spectacle jeune public, c'est plutôt du spectacle tout public qui plaît autant aux parents qu'aux enfants. Et c'est en ce sens où ça devient vraiment intéressant, et c'est une réussite aussi pour le chorégraphe. Alors en tout cas, n'hésitez pas à fréquenter régulièrement le blog ouvert au public, et surtout ce boudoir du off qui vous permet, vous le voyez, de voir tout un tas de critiques et d'observations, et dans un état d'esprit qu'on recommande aux journalistes tous azimuts, parce que ça fait du bien aussi de parler tranquillement des artistes, et de détailler un petit peu les œuvres, puisqu'il y a tout un travail vraiment d'interview, de documentation que tu opères, et qui est vraiment remarquable, je tenais à te le dire.
dire, on reste avec toi et on va accueillir maintenant notre premier invité qui se produit dans le off, hein, Ivan Alexandre. On est toujours sur l'écho des planches sur 100.1 FM. Alors après Brigitte Assalino, Anne-Marie Porras, tu rencontres Mathilde Monnier et Christian Bourrigaud. Du coup, tu crées ta compagnie en 1993 à Montpellier et ta première création est pour les hivernales, ça ne s'invente pas. Donc c'est un enfant de la maison que l'on rejoint. Et donc ça fait 22 ans que ça dure cette affaire. Tu dis, ou on dit de toi que tu es le représentant d'une danse abstraite, très préméditée, loin des performances et des improvisations de ceux de ta génération, avec un attachement particulier à l'écriture du mouvement. Alors on peut te voir dans 2 endroits, c'est carrément un trust, la compagnie Ivan Alexandre. On peut te voir avec 3 temps au Grenier à Sel que je vous recommande, qui se joue jusqu'au 24 juillet, relâche le 20 à 14h30. Et puis ça vient de commencer les Solinoirs, dont on a un petit aperçu effectivement dans 3 temps. On commence déjà à être à l'encre de Chine et au cirage, à la Condition des Soies, jusqu'au 18 juillet à 10h, 55 minutes de performance. Alors sur 3 temps, on peut parler de Steven Berg, Lucille Cartreau, Guillaume Chevreau et Claire Pidou, qui sont les interprètes qui vont danser les chorégraphies. Et puis en revanche, au théâtre de la Condition des Soies, eh bien, on a le plaisir de te voir danser. On retrouve Steven Berg, Christian Bourrigaud, Anthony Cazot et Claire Pidou again. Donc en fait, ils sont dopés. Hein, c'est le vrai Tour de France de la danse, la compagnie de Ivan Alexandre. Alors ça te fait quel effet? Tu disais tout à l'heure, tu n'étais pas revenu dans la maison Jean Villard depuis un débat historique pour le milieu de la danse entre notre ami Boris Charmatz. Et vas-y, raconte-nous un peu cette histoire quand même, parce que c'est un moment d'histoire que Réseau Danse aime. Bonjour déjà, et puis merci de votre invitation et aussi de cette présentation. Maison Jean Villard, oui, en fait Avignon, démarrage de la compagnie 1993, beaucoup d'aventures avec les hivernales et d'autres partenaires. Et effectivement, je me rappelle d'un débat ici avec Boris et d'autres chorégraphes qui était, le thème c'était « Où va la danse ?» Et finalement, je trouve que malgré les difficultés qui s'annoncent, qui se vivent au jour d'aujourd'hui pour le milieu chorégraphique, pour le milieu artistique et pour la société, je trouve que la danse va bien. En tout cas, je trouve que le off témoigne de la présence des compagnies. Je trouve que ça indique quelque chose de fort. En tout cas, ta danse va très bien parce que je crois qu'il n'y avait plus d'autres théâtres de libre pour que tu présentes tes projets. Donc, Grenier à Sel, Condition des Soies. Est-ce que c'est pas quand même un énorme challenge d'être présent avec autant de représentations de tes œuvres et de tes différentes directions de travail? Comment tu as géré finalement ce passage, en plus dans des plateaux tout à fait particuliers? Le Grenier à Sel, on a l'habitude dans ta danse de quelque chose d'assez qui prend l'espace. Là, on est quand même obligé de contraindre vraiment l'écriture, même de la resserrer. Et puis, pareil, on peut pas dire que la Condition des Soies, je sais pas si tu es dans la salle ronde, donc ça recrée aussi une écriture. Comment tu t'y es pris pour gérer tout ça dans ce laps de temps? Je crois que venir à Avignon, c'est vraiment un rendez-vous. Donc, là, je crois que la dernière fois où la compagnie s'est produite, c'était en 2009. Là, il me semblait que c'était le bon timing, le bon temps. Ensuite, c'est une opportunité. Au-delà du pari, du risque, de l'énergie que ça prend, c'est une opportunité. C'est celle de pouvoir proposer différents visages de sa propre écriture, de dire qu'un artiste ne se résume pas à une pièce. Et puis 2 lieux, c'est forcément 2 aventures. À la question aussi que j'entends sur comment on se prépare, je crois qu'on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. C'est une aventure très étrange au niveau de l'énergie, de la force qu'il faut. Après, concernant la compagnie, ça se passe vraiment très bien. Donc ça porte aussi. Avignon peut être vraiment un chemin de croix pour les compagnies. Et là, pour moi, j'ai vraiment la sensation de quelque chose qui me porte. Alors, dans 3 temps, on a quand même, comme c'est indiqué, 3 moments particuliers de ton travail. Peut-être que celui qui est le plus annonciateur de ce qui va se passer à la Condition des Soies, c'est effectivement 3 solis. Donc, c'est cette idée de ce rapport comme ça à une danse extrêmement engagée, extrêmement vive, et puis un élément de scénographie qui vient perturber la lecture même du visage, des corps. Comment tu as eu cette idée
de noircir à ce point ces visages? Quel est le sens pour toi de ce geste comme ça, qui est très provocateur quand même, mine de rien? Je crois qu'effectivement, dans l'idée de présenter deux programmes différents, Trois temps s'inscrit dans l'idée d'un panorama, d'un voyage, en tout cas dans le temps, du répertoire, dans des extraits de pièces, tandis que Les Solies Noires, c'est une pièce complète, une création. Mais, que tu as présenté quand? La première était quand, Les Solies Noires? Alors Les Solies Noires, ça s'est créé à Angers et au Festival Fait d'Hiver en février dernier, donc c'est vraiment une nouvelle aventure. Mais souvent, quand on caractérise ma danse, on peut dire graphique, des lignes, presque froid, presque... En tout cas, des fois, il y a une distance. Et là, je me suis amusé en imaginant que j'allais empêcher mes mains, qui sont très présentes, en les recouvrant. Mais le point de départ, c'est quand même la pièce, c'est le propos de la pièce. Il y a une œuvre de Rothko, qui est La Chapelle Noire, au Texas, qui est une œuvre, qui est une vraie chapelle, qui est un endroit que je vous conseille d'aller voir, au moins vous renseigner. Bah, c'est parti, on y va. C'est parti. Et il y a dans cette chapelle des immenses œuvres de peinture noire, mais qui sont vivantes. Et souvent dans les musées ou dans les lieux où on peut voir les œuvres, on n'a jamais le droit de les toucher. Et là, j'ai imaginé que les danseurs avaient commencé par toucher cette matière et ils avaient retiré cette matière noire qu'on a partout sur nous. Alors on parle aussi d'énergie dans ton travail parce que oui. Franchement le solo, je dois dire que je voudrais absolument la potion de Steven Berg pour danser comme il danse, parce que ça n'arrête pas quoi. Il est en plus c'est extrêmement contraint, donc il occupe très bien l'espace. J'ai l'impression d'une boule de billard qui est lancée comme ça sur la scène, qui va finir vraiment dans un état d'apoplexie. D'ailleurs on le voit au salut, il a du mal à récupérer, à ventiler, mais ça c'est vraiment la ligne quand même de ce travail sur les trois solis. Du coup, dans un espace circulaire, tu écris comment tu arrives à retraduire cette énergie dans un rapport frontal normal sur un plateau, j'allais dire carré ou rectangulaire, à une scène finalement circulaire. Est-ce que tu trouves que c'est une proposition, une audace qui est intéressante? Du coup, ce qui est très caractéristique, je reviens juste en arrière sur la question du noir. Par exemple, on dit souvent que j'ai une danse très élégante. Là, ça m'amusait aussi beaucoup. J'imaginais qu'on pouvait aussi la révéler différemment en se salissant, entre guillemets. Et pour autant, ça reste... Enfin, la vérité sur le noir. Mais de mon point de vue, ça reste élégant quand même. Voilà. Ouais. Pour la question de l'espace, ce qui est très beau... je trouve à mon endroit, dans le jeu qui était le nôtre de s'adapter à ces plateaux, c'est que ma danse, elle parle aussi de cycle et d'un voyage. Et que ce soit un espace carré qui est tout petit, comme on peut l'utiliser pleinement, ou dans un espace demi-circulaire, qui est pour moi presque une chapelle, même si c'est une salle d'hydrométrie autour de la soie, il y a l'idée tout d'un coup de recréer ce cycle. Et c'est pas des lieux anodins, c'est-à-dire que c'est des lieux, c'est des vrais choix. Je suis venu il y a 2 ans, la condition, je l'ai choisie, je l'ai travaillée. Ça a été aussi une rencontre avec les 2 programmateurs, Christophe Martin et Karine Thomasin, sur cette pièce-là, c'est-à-dire que présenter Les Solies Noires à la condition, c'était un choix décidé. Et venir au Grenier à Sel, c'était retrouver l'espace dans lequel j'aime présenter un rendez-vous. Donc, finalement, c'est pas une contrainte, c'est presque à l'avance une écriture pour ces lieux. Qu'est-ce que tu dirais aussi dans Solies Noires? C'est une pièce quand même qui tombe à un moment donné de ta carrière importante. C'est précurseur d'un mouvement que tu vas amorcer là dans les années dans la recherche, ou est-ce que c'est plutôt la synthèse de tout ce qui a précédé là, les 2-3 dernières années, et on sent quand même qu'il y a une direction qui s'installe, en tout cas dans le troisième Solies de 3 temps. On voit qu'il y a quand même des pistes là qui émergent par rapport aux 2 précédents travaux de 3 temps, où là on est plutôt sur des œuvres, j'allais dire, du répertoire, des anciennes pièces, même si tu les as complètement réactualisées, à la fois pour l'espace, pour la dynamique de cette cohabitation. Qu'est-ce que tu vas... Voilà, ça m'intéresse de savoir si Solies Noires, c'est plutôt la fin de quelque chose ou le bon début d'autre chose. J'aime bien votre mot cohabitation. Je crois qu'un artiste, en fait, un auteur, c'est quelqu'un qui est entre hier et ce qu'il sera demain. Justement, ces 2 programmes sont témoignages de ça. Donc je dirais que
Avec les Solinoirs, je vis toutes sortes d'émotions, mais aussi parce que j'y danse dedans et c'est pour moi quelque chose d'extrêmement rare. Donc ça nourrit ma danse, ça la questionne. Pardon ? C'est un comeback. Un comeback, je sais pas, mais en tout cas... Ça fait longtemps que tu n'as pas dansé dans oui, tes pièces. La dernière fois, c'était, sans dire de bêtises, je crois que c'était 2002 avec François Castan. Il y a eu aussi une tentative il y a 2 ans, histoire de retrouver les sensations du plateau, mais mon métier, c'est pas danseur. Ça, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais d'être au plateau, ça nourrit forcément ma danse, ça nourrit l'écriture, ça envoie des sensations. Un peu comme si vous faisiez quelque chose que vous n'aviez pas fait depuis longtemps. Ça vous redonne des mémoires, mais en même temps, ça vous ouvre d'autres chemins. Et je crois que les Solinoirs sont aussi une histoire à part entière, mais aussi une porte ouverte sur plein d'autres possibilités pour demain. Et du coup, 2 programmes, 2 lieux différents, 2 propositions tout à fait singulières à des horaires particuliers, 14h30, 10h. On a été assez astucieux pour te laisser récupérer d'un programme à l'autre. Donc ça, c'est bien fait. Mais du coup, Avignon, pour toi, c'est de nouveaux contacts, c'est de nouvelles possibilités de rencontrer des gens. Comment ça se passe pour la compagnie d'être à la fois dans cette extrême visibilité? Parce que déjà, un spectacle, c'est beaucoup, mais là, on peut dire qu'il y en a 4 ou 5 qui se succèdent. Comment ça se passe? Tu t'attends à avoir beaucoup de tournées ou tu ne te fais aucune illusion sur le off? Beaucoup de tournées. Il faudrait que les lieux ne ferment pas. Il faudrait que les lieux pour la danse restent. Il faudrait que... pour revenir sur la question, je disais Avignon, ça peut être un chemin de croix. Là, pour nous, c'est vraiment un moteur, c'est sûr. Il y a d'abord le retour du public. C'est vraiment... fort pour nous de voir les gens passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire de faire un voyage dans le temps de 10h à 14h30 ou inversement de 14h30 à 10h. Il y a vraiment une procession, tu le sens, on le voit vraiment et c'est très amusant. C'est complémentaire. Mais oui, parce que des gens choisissent de commencer par le répertoire et d'aller vers la nouvelle, ou d'autres par la nouvelle se disent donc les couches-tard sont à 14h30 au Grenier à Sel, ils adorent, ils reviennent le lendemain à 10h à la Condition des Soies, et les plus courageux sont dès 10h à la Condition des Soies et courent au Grenier à Sel après un bon déjeuner place des Carmes. C'est ça en fait le schéma. Il y a quelque chose comme ça, il y a de l'ordre du parcours en tout cas. Et donc les projets de la compagnie après cette Avignon quand même assez pléthorique, qu'est-ce qui se prépare? Une création, des spectacles, un film, des chaussures Alors c'est sûr que là Avignon va changer les saisons artistiques à venir, on le voit bien au niveau des professionnels. Après il y a d'abord la sortie d'un livre le 20 août, une sortie nationale sous la direction artistique de Philippe Verriel. Tu l'as fait exprès le 20 août, non? C'est pour toujours en lien avec ce débat sur où va la danse. En tout cas, je ne l'ai pas fait exprès, c'est le choix de l'éditeur Rive-Neuve, mais c'est le lancement d'une nouvelle collection pour les chorégraphes et c'est très important. Ensuite, il va y avoir pour nous une aventure avec un pays dans lequel on est très proche, qu'est le Québec, qui va être un projet très fort, où qui va nous permettre en tout cas de faire venir tout ce qu'on a construit depuis 10 ans là-bas, dans notre région d'implantation, les Pays de la Loire. Et puis, j'oublie certainement des projets là en sortant du plateau. Tu as un très bon site internet avec tout un tas d'actualités. Est-ce que Laurent Bourbousson, donc notre blogueur, a quelque chose à dire? Ça n'a pas été chroniqué dans Boudoir du Off encore, ces deux programmes? Que se passe-t-il? Alors non, pas encore, ça n'a pas été encore chroniqué. Bon, il te reste 10 jours. Hein. Je sais. Et un peu moins pour Solinoir. Oui. Alors moi, je fais partie des lève-tôt. Je fais partie de ceux qui ont vu Solinoir, mais qui n'ont pas encore vu 3 temps. D'accord. Donc il faut que je cale ça. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans Solinoir, c'est l'apport du cinéma. Alors moi, j'ai vu un film. C'est une succession donc de 5 solis qui peuvent se jouer indépendamment. Ce que j'ai cru comprendre à la lecture du dossier. Non mais il est très malin, Ivan Alexandre. Il sait qu'il faut faire des kits maintenant pour les programmes. Donc c'est ça. Ça peut durer 6 heures comme 5 minutes. C'est ça, c'est très bien. Et c'est vrai qu'on est totalement... on se raconte une histoire. Alors moi je suis parti dans différents univers, notamment celui de Kubrick. Et au niveau de la littérature, celui de Don DeLillo. Voilà, donc moi je me suis fait ma petite histoire. Et en tout cas, bravo
pour ce beau film chorégraphié. Voilà, formidable. Donc on va voir les Solinoirs, ça c'est pour les couches tôt, à la condition des soies du 13 au 18 à 10h. Ça dure 55 minutes, mais ça passe comme une lettre à la poste. Et ceux qui se lèvent tard vont au Grenier à Sel au début jusqu'au 24 juillet, relâche le 20. Et c'est à 14h30 au magnifique Grenier à Sel. Donc Ivan, merci beaucoup de cette incursion dans Réseau Danse qui s'ouvre là maintenant avec Michel Noiret. Cher Michel, c'est dommage que nos modestes moyens ne nous permettent pas d'envoyer le jingle Attention Monument, car on peut le dire, c'est une artiste tout à fait hors du commun que nous recevons avec Michel Noiret. Elle débute sa carrière chez Mudra, dirigée par le célébrissime Maurice Béjart. Ensuite, elle fait connaissance de Stockhausen, avec lequel elle collabora pendant 15 ans. Puis après, avec Pierre Droulers, en 1980, elle a besoin de prendre le large, elle part aux États-Unis, elle revient et elle crée sa compagnie. On la retrouve très récemment avec Bud Blumenthal, qu'elle permettra de faire remarquer, et en particulier en France, et avec lequel elle collaborera pendant plus d'une dizaine d'années. Alors, on n'a pas de Stockhausen en musique de fond, cher Michel, mais du coup, c'est la première fois que la compagnie vient à Avignon dans ton parcours, ou me trompe-je ? Non, c'est... Bonjour. Bonjour. C'est la première fois. En fait, il y a eu un rendez-vous manqué en 2001. On aurait dû être dans le IN avec une pièce. Oui. Oui, oui. Avec une pièce qui s'appelait 12 Seasons, et finalement pour laquelle on n'a pas trouvé l'espace parce qu'il y avait de la technologie, des images, et voilà. Ça. Donc ça, c'était l'époque de... En 2007, 12 Seasons. C'était, ouais. Magnifique. Non, 2001. 2001. Ah, moi je l'ai vu en 2007. Ah oui, mais on l'a tourné... Ah oui, mais moi je suis jeune. Bah oui. Moi aussi. Moi aussi. Et donc... voilà, et là, il y a eu cette belle proposition, et donc voilà. Alors là, on est donc à la parenthèse avec Palimpseste 1, donc ça se joue jusqu'au 19 juillet à 10h. Tu as souhaité inviter David Drouard, à qui il semblerait que tu veuilles passer ce fameux solo qui a marqué vraiment le travail de la compagnie. C'est vrai qu'on ne peut pas distinguer Stockhausen de ton travail. Moi, je dois dire qu'à chaque fois que j'entends un peu de musique, et on en entend chez Fabrice Lambert dans le 8, mais là, on peut pas... Enfin voilà, pour moi, c'est tout à fait associé Michel Noiret, Stockhausen, et tout le travail d'analyse musicale que tu as fait, qui est absolument singulier, je crois unique en son genre. Donc là, tu t'apprêtes à sortir de ce palimpseste, ou c'est un tox pour le Festival d'Avignon? Non, il n'y a pas d'intox, c'est la continuation, je dirais, d'une expérience. En fait, Stockhausen, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'avais 16 ans, donc j'ai commencé à travailler avec lui quand j'avais 18 ans. Et j'ai fait un travail très très particulier. D'abord, j'ai quitté l'école, donc Mudra, pour travailler avec un compositeur. Quand j'ai dit ça tout à l'heure, tu as un peu haussé les épaules. J'ai parlé de Mudra, tu t'es dit non mais il va pas me refaire jusqu'à la nuit des temps. Mais c'est important quand même que les gens voient aussi que cette école, elle a formé quand même des chorégraphes tout à fait divers, quoi. Oui, c'est ça. Et puis on pouvait pas passer sous silence Maurice Béjart à Avignon quand même, non? Non, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est avec Stockhausen que j'ai travaillé en sortant de Mudra, or que là j'étais danseuse, je ne pensais pas être chorégraphe. Mais je vais juste dire quelques mots en fait sur ce travail que j'ai fait avec lui, parce que je pense que les réminiscences de ça se retrouvent dans le solo que je danse ici avec David qui arrive à la fin. En fait, Stockhausen souhaitait faire une œuvre totale. Donc il a fait des opéras pour les 7 jours de la semaine. Moi j'ai rencontré, il est en train de composer le jeudi de lumière, Donnerstag aus Licht. Et il a inventé une notation pour la danse. En fait, pour moi, c'est plus une lecture de la musique sur le corps. Et donc, j'ai reçu, à la fin de mon travail à Mudra, j'ai reçu par la poste des partitions musicales. Moi qui lis la musique de manière très primaire, et donc j'avais toute cette partition très complexe. Et en quelques mots, la notation consistait on a le corps qui était divisé en octaves, donc tout en haut et tout en bas, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, debout. Et des gestes, par exemple, fortissimo à l'avant, pianissimo proche du corps, et puis 12 ou 13 gestes
Là, je vais pas les faire, on est à la radio, ça sert À la radio, rien. comme aussi à la pas- calade, donc tu peux te lever, hein. On le verra très bien à la radio. De toute façon, à la radio, les planches, on voit tout. Alors, je laisse le micro. Je lâche le micro. Voilà, lâchons le micro. L'écho des planches est aussi télévisé. On lui prend le micro quand même pour que les gens l'entendent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Après, il en a ajouté. Et donc, par exemple, quand... Alors, la main droite allait avec le ténor, le chant du ténor, la partition du ténor. La main gauche allait avec la trompette et les pieds allaient avec le piano. Et... par exemple, quand la trompette faisait, je dis n'importe quoi, là, un do fortissimo avec le numéro 10, je me trouvais là. Et autour du numéro 10, il y avait une petite barre, il y avait un cercle, une petite barre. Et si la petite barre était à 1 heure, eh bien, le 10, il était là. Et s'il était à 3 heures, il était là. Et s'il était... Enfin... Donc, c'était de la folie, c'était complètement fou. C'est ça, j'osais pas le dire. Oui, mais... C'était Stockhausen, c'était un défi, c'était fascinant, c'était un personnage totalement hors du commun. Donc pour moi, c'était un défi qu'en tant que jeune danseuse qui avait envie de courir, de lever les jambes, de bouger, mais je me suis retrouvée avec des partitions collées au mur et comme ça, pendant des heures. Puis j'apprenais une main, et puis il fallait que j'apprenne l'autre main. Mais quand j'avais 30 secondes de chaque main, les mettre ensemble, ça n'allait pas, parce que Stockhausen n'écrit pas une musique binaire, donc c'était des 9, des 5, enfin, c'était impossible pour moi à mettre ensemble. Et quand on ajoutait les pieds, là, c'était vraiment la catastrophe. Donc j'ai répété des millions de fois, je pense, tout ça, pour que mon corps, finalement, aille sans que je pense à un des gestes. C'était un solo de 9 minutes, je pense que j'ai mis 3 ans à peu près à le faire. La première fois que je suis montée sur scène, c'était... à la Scala de Milan, et j'avais souvent un bras derrière le dos, et quand la partition était assumée, je ressortais, je jouais. Donc c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, notamment dans les mains. C'est marrant parce que tu parlais des mains, et pour moi les mains c'est fondamental, les mains et le regard. D'ailleurs, dans le solo, Palimpseste, tu commences par un travail tout à fait étonnant sur les mains. Mais ça vient dans un de silence. Voilà, et ça vient de ça en fait. C'était comme l'envie en 97 quand j'ai créé ce solo. C'était une envie de rendre un peu un hommage des choses que j'avais pu apprendre, enfin qui m'avaient aussi moi façonné d'une certaine façon. Et j'ai eu envie de faire ce solo, mais pas du tout dans cette notation qui quand même était très musicale et la vision d'un compositeur. Et du coup, tu as créé une méthode quand même pour aller un peu plus vite, parce que 9 minutes pour un solo, 3 ans de travail, c'est pas rentable. Ça va pas plaire à nos amis des majors. Non, mais je crois que la rentabilité n'a rien à voir avec l'art. Donc moi, j'ai jamais pensé à ça. Et je me suis dit, ok, j'ai un but, on va essayer, on verra bien où j'arrive. À un moment donné, j'ai une date, il faudra être prête, on verra bien ce qu'il y a là. Et Stockhausen était prêt à ça aussi. Non, je pense que... Moi, j'aime creuser les choses, et si j'ai repris ce solo aussi... je l'ai créé en 97. Je l'ai beaucoup tourné, et puis à un moment donné j'ai arrêté parce que j'ai fait d'autres choses et que j'avais plus le temps, où j'étais aussi dans un autre type de création. En fait, à un moment donné, tu avais besoin de te détacher. Mais même pendant les 15 ans que j'ai travaillé avec lui, je travaillais mes propres projets, j'étais incapable de faire que ça. C'était pour se flinguer, c'était pas possible, quoi. C'était vraiment... Et d'ailleurs, je dois dire, j'ai aussi appris à me former contre quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de choses que j'ai prises, mais il y a aussi beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout dans mon esthétique, dans ma vision du mouvement, etc. Donc très tôt, j'ai su ce que je ne voulais pas et ce vers quoi je tendais. Comment tu expliques que ça n'a pas fait école finalement, cette notation? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont osé s'attaquer après toi à cette chose-là. Mais tu vois, par exemple, par rapport à des gens comme John Cage, où tout d'un coup, il y a une histoire aussi sur la notation, sur le rapport à la musique. Lui, il avait une ligne comme ça, et il n'y a pas eu beaucoup de descendants. Et je crois que tu es une fille unique de ce travail quand même. Oui, mais il a essayé de continuer à développer un peu cette méthode. Moi, personnellement, à un moment donné, j'ai refusé aussi parce qu'il y avait un souci quand même esthétique. C'est-à-dire quand on donnait les pièces
à la Scala de Milan, Covent Garden, avec des metteurs en scène comme Ronconi, Gaio Lenti. Enfin, c'était fantastique pour une jeune danseuse de 20 ans, 21 ans. Ce genre d'expérience a été formidable. C'est pour ça que j'ai dit attention, monument, t'as vu, en arrivant, j'ai dit, le monument. Après, quand j'ai fait mes propres projets, c'était le jour et la nuit aussi dans les conditions. Donc il faut apprendre à rebondir sur les temps de travail et la façon dont les choses se passent. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, quand ce n'était pas dans l'opéra, c'était juste les solistes, donc c'était en musique de chambre, disons, et là, le problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de lumière, il y avait des costumes un peu ringards, tout ça. Et à un moment donné, je ne pouvais plus assumer ça. Et donc, j'ai dit, moi, je veux bien continuer, mais il faut que la notation puisse la travailler ensemble, parce qu'il y avait des choses parfois complètement impossibles. Nom de Dieu. Voilà. Comme un bras qui devait être là en haut à un moment donné et un autre tout à fait en bas, ou le piano qui fait 2 notes et moi qui devais être là et là. Donc enfin, voilà, il y avait des choses à réfléchir. Mais bon, on ne collabore pas avec Stockhausen, c'est clair que c'est un monument et que ça ne l'intéressait pas. Voilà, il essaie de travailler avec des danseurs indiens. Il a fait un projet parce qu'il y avait toutes ces choses, toutes ces gestuelles mais bon, ça n'a rien à voir non plus, donc ça n'a pas trop marché. Non, je pense que c'était un peu une utopie, un projet complètement fou, qui est trop complexe en fait pour vraiment... Alors, tu nous dis rien encore sur David Drouard. Quelle est l'idée que tu poursuis en transmettant d'une certaine manière cette écriture, ce geste, parce qu'il y a quand même une énergie très différente entre ton énergie et celle de David. D'abord, tu es une femme, c'est un homme. Il est quand même dans un autre rapport au mouvement. D'ailleurs, il est lauréat du prix des Iberoclites, donc on connaît bien son travail et on l'a repéré. Mais du coup, l'arrivée d'un intrus dans l'écriture, Comment t'es venue cette idée? Tu aurais pu lui confier à une femme, par exemple. Mais j'ai souvent eu l'envie, donc comme j'ai dit, j'ai créé ce solo en 97, je l'ai dansé, puis j'ai arrêté de le danser presque pendant 10 ans. Et la saison passée, j'avais envie de me retrouver seule, de reprendre un solo. Et comme j'aime creuser les choses, je n'aime pas... je pense qu'il y a toujours matière à aller plus loin. Comme tu dis, on n'est jamais prêt. Je pense qu'on peut toujours creuser et trouver une richesse dans quelque chose qui existe. Comme ce solo est un fil pour moi que je tire depuis mes 16 ans, quelque part, avec cette musique que j'ai entendue depuis que j'ai 16 ans, j'avais envie la saison passée de reprendre ça et de voir si je pouvais d'abord toujours le danser et ensuite... Ça va. Ça va. C'est bien, on a vu là, c'est bon. Voilà, et puis de pouvoir voir ce qui restait. Et j'ai eu déjà avant que je le reprenne l'envie de le passer à d'autres interprètes en me disant bon ça va, je vais... Mais c'est quelque chose de tellement personnel qu'à chaque fois je me suis dit aïe. Enfin, j'ai hésité, j'ai voulu, puis je me suis retenue, ravisée, voilà. Et en fait, la rencontre avec David s'est passée dans un autre spectacle, il y a 2 ans, un spectacle qui s'appelle Hors Champ, et qui est un spectacle de danse-cinéma, vraiment c'est un long métrage scénique. Et un danseur qui, normalement, était irremplaçable, puisqu'ils sont en film et sur le plateau, et qu'on ne voit pas les points de montage entre les deux. Il faut exactement la même personne, le même costume, la même attention. Mais un danseur n'était plus disponible. Et donc, je me suis vraiment cassé la tête en me disant, mais ça, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et puis, quelqu'un m'a présenté David. Je me dis, non, il ne ressemble pas du tout, ça ne va pas du tout le faire. Et finalement, on a mis des costumes, et puis il y a quelque chose qui s'est passé, il est rentré dedans et David a pris ce rôle qui était phénoménal en très peu de temps, parce que c'était un travail aussi très différent du travail chorégraphique habituel. Il est rentré là-dedans, mais en très très peu de temps. Mais ça c'est singulier je trouve, parce qu'il a exactement les mêmes lignes que toi. D'ailleurs quand vous êtes en duo sur les mêmes parallèles, on voit exactement, on a l'impression que c'est de décalcomanie. Il est juste un tout petit peu plus grand que toi, donc on a l'impression d'une décalcomanie d'ombre comme ça. C'est magnifique, hein. C'est une trouvaille ça. Voilà, et donc avec David, c'est aussi un des rares danseurs qui m'a posé toutes sortes de questions sur ce travail avec Stockhausen.
Et donc il était très curieux là-dessus, il était passionné, il voulait connaître tout le passé, donc on a regardé plein de vidéos, et je me suis dit, ben voilà la personne à qui il faut le passer, le déposer, et tant mieux si ce n'est pas la même chose, parce que comme je l'appelais palimpseste, c'est quelque chose, je pense, qui va continuellement il peut, oui, évoluer. Il y a un peu du passé qui reste, hein, comme le palimpseste qu'on trouve sur des murs. Il y a et en même temps, c'est un travail qui est en constante évolution. Et quand on a travaillé en fait 8 jours juste avant de venir à Avignon. On a travaillé ensemble à Bruxelles. Mais finalement, on se dit que peut-être là, comme on n'a fait que 6 signes sur les 12, puisque c'est 12 petites mélodies du Zodiac que Stockhausen a composé, peut-être qu'on va, non seulement il va prendre le duo pour un jour, si moi je peux pas le danser, ou enfin on voit, et puis peut-être aussi continuer en duo quelque chose qui pourra prolonger cette pièce de solo. Laurent, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est blogué ça sur Palimpseste? Tu l'as vu hier, tu n'as toujours pas écrit, il travaille peu finalement. Oui, je travaille peu. Je travaille peu parce que je travaille réellement à côté du blog. Non, alors moi, c'est vraiment des notations que j'ai prises durant Palimpseste et dans laquelle j'imaginais le couvercle d'une boîte à musique s'ouvrir. Et vous au milieu, et vous avez été cette formidable danseuse, et vous êtes encore cette formidable danseuse. Et c'est vrai qu'il y a cette transmission qui s'opère avec ce formidable danseur. Et voilà, comme tu as dit, c'est vraiment le double, voilà. Le féminin, le masculin, voilà, on est vraiment sans être dans le mimétisme, c'est ça qui est fort, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une danse très personnelle des deux. D'ailleurs, je crois que Michel Noiret est inimitable, c'est pour ça que voilà, c'est tellement difficile de la suivre et qu'elle a dû trouver ce danseur en le cherchant assez longtemps. Et David, il a vraiment eu sa propre vie sur le plateau à tes côtés. Est-ce qu'il y a des perspectives de projets qui s'annoncent pour la compagnie avant qu'on ne passe la parole à notre dernier invité, Michel? Oui, bien sûr. Il y a déjà ce projet-là. Il y a lié à ce projet-là pour les danseurs de Lyon. Là, j'ai un trou tout d'un coup. L'Opéra de Lyon. C'est pas l'opéra, c'est l'école de CNSM. Voilà, la dernière année. Voilà, le voilà. conservatoire. Merci. La dernière année, on va faire une création basée sur ce solo. David sera là aussi, donc on va leur passer ça, mais une création de groupe. Ça, c'est un projet avec eux. Puis il y a des projets de compagnie et de danse cinéma que je continue à développer parce que maintenant, je dirais que ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette écriture danse cinéma qui se profile et que je développe déjà depuis de très nombreuses années. Mais là, aujourd'hui, il y a une nouvelle écriture vraiment qui sort avec Orchamps et Radioscopie. Une pièce que j'ai créée en mars 2015. Oui, il y a des tournées, là on revient de Chine et on va sans doute repartir en Chine avec les mêmes pièces, peut-être avec le solo. Donc oui, des tournées internationales et puis l'envie de continuer à développer ces courts-métrages scéniques. Il y a tout un projet là-dessus. Voilà, on cherche des sous d'ailleurs pour le développer. Très bien, oui, ça, on est assez nombreux sur ce créneau du cherchage de sous. Non, ce que je voudrais dire aussi, c'est l'intrusion de la musique dans Palimpseste. Je trouve qu'il y a tout un travail d'entrée assez rare, d'arriver comme ça à faire jaillir la musique. Elle n'arrive pas systématiquement sur la danse, elle n'arrive pas dès le début, elle n'est pas puissante au bout de 3 secondes. Et et je trouve que ça sert vraiment le travail de la danse et puis le travail aussi de Stockhausen. Là, tout d'un coup, on est éduqué comme ça, habitué petit à petit à la sonorité très particulière. Oui, mais il faut savoir que ce Tierkreis, c'est donc le zodiaque, c'est ces petites musiques, c'est le Tierkreis, c'est la croix des animaux, donc il y a tous les signes qui sont en cercle. Et c'est une partition que Stockhausen a faite et qui peut être développée avec autant d'instruments qu'on veut. Ça peut être fait en percussion, etc. Et la base, ce sont des boîtes à musique. Et donc pour chaque boîte à musique, il y a une boîte qui est très très belle, qu'on peut soulever
On voit le mécanisme et on voit la partition qui est inscrite dessus. Et moi, ce qui m'a toujours intéressée dans la danse, mais dès le début, au début je ne le savais pas, mais je l'ai compris plus tard, c'est en fait pas de danser, de faire des choses extérieures, mais c'est de matérialiser une vie intérieure. Comment on fait pour raconter quelque chose d'intérieur sans utiliser des mots ou un texte qui tout de suite donne une couleur très précise, un sens. Comment est-ce qu'on matérialise cet entre-deux? Comment est-ce que cette vie intérieure peut exister? Et donc le fait de devoir tendre l'oreille et d'avoir cette musique qui vient de nulle part permet aussi à moi-même d'écouter un peu cette musique intérieure que j'ai, et tout ce parcours, mes souvenirs. Et donc, Alors en tout cas, j'espère qu'on vous aura donné envie d'aller voir Palimpseste à la Parenthèse jusqu'au 19 juillet avec Michel Noiret et David Drouard. On est toujours sur 100.1 FM, l'écho des planches. On va passer à notre invité qui est arrivé ventre à terre. Pour te situer, cher Michael, après des collaborations avec Mathilde Monnier, Alain Buffard, Daniel Larieux dans la danse, Édouard Levé pour la littérature, des plasticiens tels que Laurent Goldring, des chanteuses telles que Barbara Carlotti, tu développes tes projets chorégraphiques depuis 1999. Depuis 2003, tu axes ta recherche autour des biportraits. En 2008, tu crées Jean-Yves, puis Biportrait Yves C avec un curé, un vrai. La dernière fois qu'on t'a vu à Avignon, c'était cet hiver, dans le cadre des hivernales avec Chorus, une chorégraphie d'une chorale de Bach, ou d'un choral de Bach pour 24 choristes. On peut faire un petit signe amical, justement, en parlant de 20 août, à Alain Michard, puisque tu lui as succédé dans cette magnifique petite ville bretonne de Guissény, où tu y mènes un travail absolument magnifique. Et là, donc on te retrouve chez toi, tu as retrouvé ton couvert, ton rond de serviette, tes pantoufles jaunes, voilà, à la Parenthèse. Ici, à la maison Jean Villard, tu avais aussi retrouvé quelques sabots que tu nous avais laissés. Ça va, c'est tranquille, Avignon, pour toi, tu t'y fais finalement. Tu aimes venir. Comment dire, déjà merci pour ce très joli parcours résumé en c'est le tien, hein, donc du coup je n'ai aucun mérite. Et en effet, l'année dernière, on avait présenté dans ce même cadre, à la Parenthèse, dans le cadre de la Belle Seine-Saint-Denis, qui à ce moment-là était encore avec le Forum du Blanc-Ménil, donc qui est ce théâtre qui a eu 20 ans qui a été une structure qui a soutenu énormément la danse pendant 20 ans et qui a été détruite. On peut le dire. Voilà, par la nouvelle municipalité. Et, quoi c'est possible. Voilà. Et c'en est un bel exemple, je voulais dire, un exemple frappant. Et le théâtre Louis Aragon de Tremblay en France. Et cette année, du coup, l'aventure se poursuit, et heureusement et joyeusement d'ailleurs, avec le théâtre Gérard Philippe. Donc l'année dernière, on avait présenté dans ce même cadre une pièce qui est un solo pour un adolescent qui s'appelle Ethan. Enfin, l'adolescent s'appelle Ethan et la pièce s'appelle Pour Ethan. Je crois que c'est assez clair, c'est un solo qui a été fait pour lui. Et qui est justement un adolescent. Quand on a commencé à travailler avec lui, il avait 14 ans, je le connais depuis qu'il a 8 ans. Et il vient de ce village que tu as nommé, Guissény. Dans le Finistère Nord. Et en fait, il y a plus de 2 ans, 3 ans maintenant, je lui ai proposé qu'on travaille ensemble sur un portrait chorégraphique. C'est pas un petit... C'est un garçon qui a eu une ouverture sur la danse via le festival à domicile, où des chorégraphes sont invités chaque année à venir travailler avec les gens du village. Donc il a eu comme ça une expérience assez foisonnante avec des chorégraphes, dont notamment Daniel Larieux que tu as cité juste avant. Et voilà. Et du coup, l'année dernière, la pièce était déjà créée, c'est-à-dire que c'était un solo presque d'une heure de 55 minutes. Donc on avait présenté dans le cadre de la Belle Seine-Saint-Denis, en première partie, la pièce en entier. Et cette année, le théâtre Louis Aragon m'a invité de nouveau, et j'ai dit, moi je sais ce que je veux présenter. Je suis en train de travailler avec une adolescente qui s'appelle Anastasia Moussier, qu'il faut citer. Exactement, Anastasia Moussier. Avec qui on a entamé un travail. Donc là, ce qu'on présente cette année, enfin ce qu'on vient de présenter
il y a 10 minutes, c'est un travail en cours qui s'appelle Avec Anastasia. Et voilà, et on présente assez clairement un début de travail, une forme d'une demi-heure où on esquisse un début de portrait. Et on va dire que pour moi là, ce qu'on vient de présenter encore ce matin, c'est son parcours depuis, on va dire, ses origines jusqu'à un rapport au présent. Alors là, j'allais te dire, tu es tombé sur un caractère, parce que d'habitude, c'est vrai qu'on a l'impression que tu as des êtres tout à fait dociles qui rentrent dans ton travail, mais là, c'est une furie, quoi. C'est quelque chose d'une boule d'énergie. Elle a un parcours tout à fait incroyable. Elle est expatriée, elle vient en France, elle fait des concours de Miss. Elle parle de tout ça avec beaucoup des distances. D'ailleurs, elle fait une petite ellipse sur la situation de la jeunesse venus des pays de religion maghrébine ou de religion musulmane, pardonnez-moi le lapsus. Et donc du coup, on voit effectivement, je trouve que tu fais une ellipse extraordinaire sur le destin de cette jeunesse qui arrive, qui manque de repères, qui se sent exclue et qui se porte dans la religion et qui trouve peut-être le moyen de se réaliser. Et tu fais ça d'une façon très délicate, mais on a immédiatement compris ce qui va se passer. Comment tu l'as géré dans ce début de travail, puisque c'est bien précisé, c'est plutôt une étape de travail, c'est dit d'ailleurs très clairement, avant une petite danse en hommage au Forum Blanc-Ménil. Vraiment, c'est peut-être un des caractères les plus indociles que tu aies trouvé, ou me trompe-je? Oui, voilà. Tu te trompes. Non, dans le sens où indocile ou docile, jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'impression de travailler avec des personnes dociles, parce que je travaille avant tout avec des personnes, pas des interprètes. C'est-à-dire que c'est vraiment le fruit d'une rencontre, et avec Anastasia, ça a été le cas. Et le travail a été, j'ai envie de dire, d'une simplicité assez incroyable. C'est-à-dire que on a engagé un processus où, assez directement, on se faisait travailler mutuellement. C'est-à-dire qu'elle me faisait travailler autant que je la faisais travailler. Et pour une entrée dans le travail, pour moi, c'est extrêmement important qu'on soit vraiment dans un rapport horizontal. Et c'est ce qu'on a engagé donc avec Anastasia. Et très vite, c'est dessiné un portrait d'une complexité, et tu en cites très bien certains aspects. Donc c'est ce qu'on tente de mettre en scène dans cette demi-heure à la parenthèse. Et c'est vrai que tu cites le fait qu'elle est d'origine musulmane, et en fait, voilà, moi j'adore les anecdotes, et en fait on travaillait depuis 2 jours et demi, et on va au McDo. C'est un peu moi je prends un sandwich sur la route, elle voulait manger un hamburger au McDo, donc on se pose sur la terrasse du McDo, et elle me dit: ah, c'est quand même incroyable, comme après 2 jours et demi de travail, comment on a déjà tiré, je ne la cite pas, hein, j'essaie de retrouver simplement ce que le sens. Voilà, le sens de ce qu'elle m'avait dit à ce moment-là, comment on a réussi à tirer déjà énormément de pistes. Elle était assez impressionnée de se dire: ouais, moi, Anastasia, je peux dire tout ça. Je peux dire tout ça. Et c'est vrai qu'elle a eu cette prise de conscience très rapidement. Et elle me dit: mais c'est drôle, parce que tu ne m'as pas posé la question de ma religion. Et je lui renvoie, je lui dis: en effet, je me définis tellement peu par rapport à mon rapport à la religion que ça n'a pas été... tu travailles avec des curés? Avec un curé. Avec un curé. Et quel curé? Ce n'est pas... Enfin, je me définis pas en premier chef, voilà, par rapport à ça. Donc je pense que j'ai fait un transfert quelque part, et je ne lui ai pas posé directement la question, mais et je lui dis: et donc, et de quelle obédience es-tu? Et elle me dit: musulmane. Et ensuite je lui ai dit: mais comment est-ce que tu pries? Enfin, du coup on est retourné en studio, et elle m'a simplement montré comment elle prie. Et j'étais très touché. Je me suis dit: mais ça, on ne peut pas ne pas l'intégrer
dans cette complexité que je découvrais au fur et à mesure du travail. Alors elle raconte aussi sa vie de famille, parce qu'on voit un petit peu comment sont traitées les filles dans ces familles guinéennes, où on lui rapporte un plat à mafé pour préparer à bouffer pour ses frères et son père, et ça sert à rien qu'elle dise merci, puisque c'est gratuit, donc voilà, c'est un retour de voyage tout à fait, et elle l'interprète avec beaucoup de drôlerie, mais à la fois c'est quand même toujours dans ton travail un peu pince sans rire, quoi. C'est-à-dire on ne sait pas s'il faut en rire ou en pleurer, tant la justesse du propos nous frappe, quoi. Et c'est comme c'est dit par quelqu'un qui a l'air de l'avoir vraiment traversé, c'est pas comme à la télé, quoi. Du coup on est tout à fait concerné par la situation, Donc là tu as à peu près une trentaine de minutes de matière, où tu n'as montré qu'une trentaine de minutes, et tu as déjà bien d'autres choses dans les tiroirs avec cette Anastasia Moussier. Bien d'autres choses, oui, on a juste avant d'arriver à Avignon, on travaillait chez elle, enfin à Orléans, et on a déjà développé notamment une danse qui m'a fait pleurer. C'était vendredi dernier, et je me suis dit, c'est évident que cette danse fera peut-être sera la fin. Je n'en sais rien, c'est trop tôt pour le dire, mais en tous les cas, c'est évident qu'on va poursuivre ce portrait. Je pense qu'on va lui donner un peu plus d'air. Je le vis aujourd'hui comme quelque chose qui est un peu concentré, et du coup lui donner un peu plus d'air. Et puis en effet, je te disais que la construction qu'on présente là à Avignon se termine dans un rapport au présent, et là on va projeter un peu plus tard comment elle fantasme notamment son corps, et elle a des mots très précis sur comment elle le projette, et aussi comment elle se projette socialement, comment elle se projette personnellement, professionnellement. Donc on a déjà la matière, on va dire, sur cette suite possible. Alors finalement, ils t'ont inventé une ligne TGV directe Nord-Finistère-Marseille, puisque j'ai appris que tu allais être associé à la scène nationale de Marseille, donc on va te voir passer très souvent dans le TGV qui passe à Avignon pour aller à Marseille. Il y a des perspectives là de projets. Est-ce qu'on te voit dans la région prochainement avec création, reprise? J'ai ouï dire que Chorus n'allait pas tarder à émerger. Très certainement. Tu vis à Marseille, hein? Moi, je suis à Avignon, non. Moi, je vis à Avignon. Ah, Marseille, Chorus, oui, pardon, excuse-moi. Tu dis, j'ai compris, excuse-moi. Mais où vis-tu? Non, oui, à Marseille. On va reprendre justement avec Anastasia en septembre pour le lancement de saison, et puis du coup ce sera aussi assez symbolique parce que ça va être la première année de Francesca Polinato, donc nouvelle directrice du Merlon. Donc on présentera cette forme courte qu'on représentera en parallèle de Pour Ethan, justement. Les deux solistes seront présentés un peu plus tard dans la saison, en janvier, et je vais y mener pour l'instant une série d'ateliers avec des adolescents autour justement de ces préoccupations, de ces intérêts. Et pour l'instant, Chorus n'est pas encore fixé. Pas encore. En tout cas, merci beaucoup. Il faut absolument aller voir dans la suite du spectacle Palimpseste de Michel Noiret avec Anastasia de Michael Philippot à la parenthèse jusqu'au 19 juillet. C'est à 10h. Il faut vraiment aller voir ça. Il faut vraiment découvrir ce travail. Michel, tu veux rajouter une petite phrase? Oui. Oui. Je voulais juste, parce que je ne l'ai pas cité, je voulais juste quand même, si je suis à Avignon aujourd'hui, c'est grâce à tout le travail du Théâtre Louis Aragon à Tremblay, qui soutient la compagnie, et voilà, je pense qu'ils font un travail formidable et qu'il faut quand même les citer. Il fallait le dire absolument, c'est vrai. Donc nous, on remercie tous nos invités, on remercie Laurent Bourbousson, on conseille son blog ouvert au public et son petit boudoir du off pendant le festival. On se retrouve ici le 19 juillet à 11h30 pour la 29e édition de Réseau Danse avec encore 4 invités passionnants. Merci beaucoup et à très bientôt sur notre Écho des Planches 100.1 FM.